Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Et salut les amis. Bon alors c'est une grande émission aujourd'hui parce que Élodie est venue accompagnée d'un lapin. En fait, on est 4 dans le studio. C'est l'esprit de Pâques. Mais j'adore. J'adore. Allez, salut. Nouvelle émission Thérapie en tongs. Alors non, mais c'est un grand jour triple parce qu'en fait, je suis aujourd'hui en tongs. On va se faire une petite météo fenêtre. Il fait juste super beau. Voilà, ça arrive. N'est-ce pas ? Ah oui. Voilà, je ne sais même pas si on m'entend. Oui, on m'entend. Si, on t'entend. Oui, bonjour les filles. Salut Patrick. Bonjour Patrick. Laurence. Salut Patrick. Nous sommes avec Élodie aujourd'hui, Élodie Hamon. Je suis très contente de te recevoir. Merci à toi de m'avoir invitée. Écoute, avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous nous sommes rencontrés dans un contexte qui, moi, m'est cher. Est-ce que je peux en parler ? Bien sûr. Tu m'autorises ? Bon. Tout à fait. Alors, nous nous sommes rencontrés dans un espace de constellation. Avec Maïté Godina et avec Joël, qui ont été invités ici, voilà, que vous pouvez retrouver dans les émissions ici, parce qu'elle parlait justement, Joël parlait des constellations. C'est un très bel espace que nous aimons ici dans Thérapie en tongs, que toi tu as eu envie et la curiosité d'explorer à titre perso et pro. On va en parler. Et c'était, voilà, bon, on ne peut pas en dire plus, parce que les constellations, ce qui se passe dans les constellations reste dans la constellation. Mais j'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé te rencontrer dans cet espace-là. Et puis, j'avais envie que tu me parles de tes activités. Alors, moi, je connaissais, tu t'es présentée comme psychologue, mais tu vas nous en parler. Et puis, voilà, en préparant cette émission, j'ai découvert effectivement tout ce que tu as pu, toutes les formations que tu as pu faire pour nourrir tes accompagnements, pour être la plus en fait intégrative et la plus holistique qui soit en fait, parce que tu es comme ça. Ça te correspond. Tu es intégrative et holistique. Alors, ma belle, psychologue. Oui. Voilà, mais qui va avec clinicienne. Oui. Ouais. C'est une branche de la psychologie. Alors, c'est une branche. Alors, dis-nous tout, parce qu'il y a beaucoup de confusion et moi, j'aime bien faire sortir les auditeurs et moi-même sortir de la confusion et de l'ignorance, en fait. Je pense qu'il y a des gloubi-boulgas, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes. Voilà. Donc, toi, psychologue clinicienne. Voilà, donc psychologue clinicienne. Psychologue, c'est un diplôme d'État qui se fait en 5 ans. Ouais. Donc, on a un master 2 de psychologie clinique, qui veut dire qui particulièrement se trouve dans les institutions, à l'hôpital, avec une spécificité autour de l'observation. Ah oui. Si je devais faire, par exemple, la différence entre psychologue clinicien et psychologue du travail. Merci, voilà, parce qu'en effet, on connaît psychologue du travail, donc on imagine que, oui, ils sont plus à accompagner des personnes sur le plan professionnel. Tout à fait, et même dans les entreprises, voilà. Psychologue scolaire à l'école. Ah à l'école, voilà. Ok, merci pour cette clarté. Ok, donc clinicienne, donc plus dans les institutions médicales. Tout à fait. Et en cabinet quand même aussi. Ça peut, oui. Et à ce moment-là, on bascule sur l'idée que ensuite on se forme à la psychothérapie, puisque en cabinet, alors il peut y avoir le côté diagnostic et test, qui est maintenant aussi beaucoup repris par la spécialité de la neuropsychologie. Donc, neuropsychologue est encore une autre branche. Ouais. Voilà. Ouais. Mais on est habilité à faire des diagnostics à travers différents tests psychologiques. Ok. Voilà. Ok, bien sûr. Et donc, psychothérapeute, donc formé à la psychothérapie avec différentes techniques. Les plus classiques qui sont la psychanalyse, les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, et peut-être la systémie. Ok. Voilà. Ok, donc en effet, alors toi tu es partie donc de psychologue clinicienne, tu m'expliquais que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire en fait. Alors dis-nous, raconte-nous juste ça comme ça, j'ai trouvé ça fascinant moi. Oui, alors en fait c'est parti, en fait à la base je voulais devenir présidente de la République, voilà.
C'est pas banal. C'est pas banal, voilà, quand j'avais une dizaine d'années. Pas pour exercer aucun pouvoir, mais plutôt parce que j'avais l'impression que c'était la position qui pourrait avoir le plus d'impact sur la vie des gens. Et moi, j'avais très envie que tout le monde soit heureux. Et donc, je me disais... Quelle belle envie. Voilà, comment je peux faire pour apporter du soulagement ou du bonheur aux autres. Et présidente de la République me paraissait... Te semblait le bon poste pour ça. Exactement. Bon. Alors. Quelques réalisations plus tard m'ont fait comprendre que ce n'était peut-être pas la meilleure des positions. Je suis quand même passée par avocate où j'ai fait un petit stage de 3e. Mais les paperasses sur le bureau de l'avocate que je suivais m'ont définitivement dissuadée d'emprunter ce chemin-là. Et ensuite, naturellement, en fait, avec toute la curiosité et l'envie d'aider, le métier de psychologue est venu comme une évidence, en fait. Formidable. Vers 14 ans, voilà, j'avais décidé. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que bon, il y a des petites filles, elles veulent être, peut-être danseuses, alors oui, ou présidente de la République aussi, mais enfin, finalement, ok. Donc, très déterminée. Voilà, c'est vrai que sur le plan professionnel, j'ai toujours su... où aller. Et donc voilà, j'avais décidé de ma formation, puisque je me suis formée donc, dans la seule école en France qui a pour équivalence le même diplôme qu'à l'université, qui s'appelle l'École des psychologues praticiens, qui a une antenne à Lyon et une à Paris, qui se fait en 5 ans. Et la particularité, c'est que nous faisons la licence en 2 années, plutôt que 3. Pour laisser la place ensuite à 3 années en alternance, c'est-à-dire à la fois donc, des cours et des stages tout au long de l'année avec différents temps de supervision proposés évidemment pour les étudiants. Incroyable. Voilà. Ouais, super. Donc très beau parcours. A priori, tu ne t'étais pas trompée parce que donc une fois que tu as commencé, tu as continué et plus. Oui, je me rappelle que une de mes premières classes, cours, je me disais, ça y est, quoi. J'écoute finalement ce que j'ai envie d'entendre, ce que j'ai envie d'apprendre. Ça a vraiment été une révélation de me dire, voilà, je suis à la bonne place. Quand au lycée, on a des cours plutôt généraux et on ne fait pas toujours ce qu'on veut, ce qui nous plaît. Bien sûr. Et là, vraiment, j'ai tout aimé de ce que j'ai. Ah, c'est génial. Et je trouve ça très inspirant parce que moi, pour avoir fait des études qu'on m'a dit de faire et tout ça, tu vois, il y a eu il y a eu de la souffrance chez moi, tu vois. Là où il peut ne pas en y avoir. Et donc, je trouve ça génial et tellement inspirant. Voilà, tu t'es écouté et tu as des parents qui ont écouté aussi. Oui, et puis alors aussi, bon, c'est sûr que ça a sûrement un peu conditionné mon choix puisque mes 2 parents sont et étaient ostéopathes, donc déjà dans un métier de soins, aussi en profession libérale. Donc c'est vrai que dans mon imaginaire, c'était assez facile d'être psychologue et psychothérapeute en libéral. Génial. D'avoir vu mes parents toute leur vie avec des patients, quoi, finalement. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'ostéopathie, c'était déjà, quand ils ont choisi eux ça devait pas être si connu que ça ou... Ah non, mon père est pionnier par rapport à ça, puisqu'il a été un des premiers non-médecins, parce qu'avant, c'était réservé aux médecins l'ostéopathie, donc le premier kiné. Il s'est même formé, du coup, à l'étranger, en Angleterre, dans une école célèbre qui s'appelle Medstone, pour pouvoir apprendre l'ostéopathie et la ramener en France. Ah ouais, donc il a eu effectivement, lui, clairement aussi une vision à ce niveau-là. Voilà, puis ensuite il a enseigné, il a aussi eu un centre de formation, il a écrit des livres sur sa technique. Oui, bien sûr. Ok. Bon, a priori, tu prends une voie aussi dans la formation et tout ça. On va en parler et tout, parce que toi aussi, tu aimes transmettre. Oui. Là, il y a une sorte de loyauté, de filiation. Génial. Et effectivement, avec toi, ton orientation et ton axe de soins que tu as vraiment choisi. Alors, donc, tu as fait ces études de psychologue clinicienne. Si j'ai bien compris, tu t'es installée assez rapidement. Oui, voilà. Je me suis installée un tout petit peu à Paris au départ en ayant
un autre travail en tant que psychologue, mon premier et mon dernier en tant que salarié psychologue, à travailler dans les risques psychosociaux. Donc là, il y avait quand même un point avec l'entreprise, puisque on travaillait donc avec des entreprises qui devaient avoir une politique au niveau des risques psychosociaux. Et donc, on était là pour aider les employés des dites entreprises. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que le format entreprise ne me convenait pas. Et ensuite, je suis partie m'expatrier en Allemagne. Et là, vraiment a commencé du coup ma carrière de libérale où j'ai ouvert un cabinet et je me suis occupée pendant une dizaine d'années de la communauté francophone, française. Là où tu étais. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Incroyable. Ok, alors, donc, qui vient te voir quand est-ce qu'on décide d'aller voir une psychologue quand est-ce que... J'aime bien cette question parce que souvent je dis qu'on vient me voir quand ça brûle trop sous nos fesses et qu'on ne peut plus s'asseoir tranquillement sur le canapé dans lequel on était habitué à s'asseoir. Donc souvent, quand on vient, c'est parce qu'on n'arrive plus à gérer. Et au départ, il y a un peu une petite phase pompier, au feu, où on vient apaiser, mettre des mots, reformuler, mettre en sens ce qui se passe pour la personne qui vient. Et puis ensuite, une fois que ça s'est stabilisé, on peut aller un peu plus en profondeur dans, mais en fait, pourquoi le feu a démarré ? Bien sûr, donc il y a effectivement, ton travail, c'est d'être donc de parer à l'urgence. Parce que très souvent... Et alors, d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait moyen d'anticiper, ou en tout cas comment est-ce qu'on... Enfin, on vient te voir, bah oui, c'est parce qu'il y a un besoin. Est-ce qu'il y aurait moyen de ne pas venir que dans l'urgence ? Ouais, voilà. Je sais pas, c'est très très peu des patients. Propre à chacun. Voilà, oui, mais c'est très peu des personnes que je reçois parce que, comme je te dis, en fait, l'être humain, de base, le changement, c'est pas son truc préféré. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Il va essayer de toujours compenser, s'adapter à une situation qui est peut-être plus forcément possible pour lui, jusqu'au point de rupture où, en fait, je ne peux plus. Voilà. Et c'est là où ils prennent cette ressource-là extérieure en disant il faut que j'aille voir un psychologue, avoir un espace pour pouvoir me retrouver, poser les choses, régler certains problèmes. Mais oui. Me comprendre. Oui, c'est ça. Et alors, on est d'accord que ça brûle. Ça peut venir du boulot, mais ça peut aussi être du perso. Enfin, tout ça, ils viennent. De toute façon, toi, ils viennent te voir quand c'est, quand il y a le feu, en fait. C'est ça. L'incendie est bien déclenché. Oui. Alors parfois, il y a des thématiques très spécifiques. Oui. Mais il y a aussi des personnes qui viennent parce qu'elles sont déprimées, anxieuses et que ça vient impacter tous les domaines de leur vie, en fait. Bien sûr, c'est une souffrance. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Donc, elles viennent te consulter. C'est une séance, 2 séances. Enfin, elles viennent te voir. En fonction du besoin, toi, tu sais déjà leur dire si ça va durer longtemps, si ça va... Ça, je ne sais jamais dire. On peut pas savoir. Hein. Non, ça, je ne sais jamais dire. Ça dépend de la temporalité, du rythme, du process interne de la personne. Ouais. Après, si je dis un petit peu comment ça se passe quand on vient me voir, en général, il y a une première séance de prise de contact où la personne vient, dépose ce qui se passe pour elle. Ouais. Et puis, dans un deuxième temps, je lui explique quelle est la vision pour moi d'un accompagnement en psychothérapie, quelle est ma posture. Donc, je passe pas mal de temps à expliquer ça. Et puis ensuite, dans un troisième temps, on se demande est-ce qu'on choisit de travailler ensemble ? Voilà, c'est ça, parce que finalement, oui, la personne fait de la démarche d'aller te voir toi, peut-être par bouche à oreille, ou parce qu'elle a peut-être regardé sur Internet. Quand tu as commencé, il y avait peut-être pas, Internet n'était peut-être pas la seule façon de contacter. Mais on est d'accord que c'est quand même... Il y a tout l'accompagnement, mais il y a l'humain qui entre en compte. Tout à fait. Tu as le droit aussi, toi, la personne va te choisir, mais tu vas aussi choisir la personne. Tout à fait. C'est-à-dire que dans le troisième temps de ce premier entretien, je pose la question, comment vous êtes senti ? Est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne sur votre chemin ?
Et je dis au patient ou à la personne, je me pose aussi la question. Parce que c'est important qu'on puisse se sentir bien ensemble et que ce soit réciproque pour pouvoir travailler ensemble. Alors, évidemment, moi, je me pose aussi la question, est-ce que je me sens compétente pour aider cette personne? Parce que je ne peux pas aider tout le monde. Tout le monde. Voilà. Ça, c'est très, très humble de ta part, effectivement, de l'admettre, que tu as aussi tes limites, en fait. Ouais, tout à fait. Puis que peut-être aussi, il y a des axes, des angles qui sont plus ta zone de génie, finalement, plus ta zone à toi, de confort. Tout à fait, voilà, où je me sens compétente, où je me sens avoir les outils, les ressources, donc, la capacité. Le temps de cette espèce d'anamnèse, j'imagine, en tout cas de cet entretien. Voilà, c'est un entretien, parce que justement, une fois qu'on décide de travailler ensemble, il y a ce temps d'anamnèse qui prend 1, 2, maximum 3 séances. Oui. Où donc je demande à la personne, comment elle est née, les événements marquants de sa vie, comprendre un petit peu pour moi comment elle s'est structurée, parce que c'est... Comment elle s'exprime aussi va te donner certainement des indications aussi. Tout à fait, parce qu'on arrive au monde avec un tempérament et la personnalité se construit avec l'environnement dans lequel on arrive. Et à la fin de cette anamnèse, on définit ensemble des objectifs thérapeutiques. Ouais. Un petit peu comme si c'était un ou des panneaux directionnels, parce que il se passe plein de choses dans nos vies et on peut aussi avoir tendance un peu à se disperser par rapport à tous nos sujets. Ouais. Et avoir cet objectif ou ce panneau directionnel nous permet de ramener ce que la personne amène dans la séance au service de l'objectif qu'on s'est fixé. Et c'est aussi un petit peu un point de repère pour moi de savoir comment je travaille avec la personne. Est-ce que ce qu'on fait l'aide? Est-ce qu'on avance par rapport à son objectif? Donc pour moi, c'est important de pouvoir fixer ça. Donc j'explique tout ça, comment on définit un objectif thérapeutique, à quoi ça va ressembler. Bien sûr. Avec la question peut-être aussi que j'aime bien poser, c'est quand est-ce que vous allez savoir pour vous que c'est terminé ici? Ça rassure ça, parce qu'en fait, tu lui donnes la main. C'est pas à toi de décider. Et c'est la personne qui va décider, en fait. Ah, j'aime bien cette... ouais, bien sûr. Elle est responsable et elle a la maîtrise, en fait. C'est ça, c'est un processus actif. Tu la rends active. Voilà. Pareil, quand je dis souvent un petit peu de manière, entre guillemets, provocante, je dis, je suis pas là pour vous aider. Je suis là pour vous aider à vous aider. Formidable. Donc vraiment, tu donnes la main à la personne, en fait. Ouais. Voilà, c'est ce que je les amène sur cette image-là, que je leur dis, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, vous m'invitez sur votre chemin de vie. Okay. Et moi, je suis à côté de vous, je marche à côté de vous sur votre chemin. On peut se tenir la main si vous avez besoin. J'allais dire, mais oui. Ouais. Vous pouvez vous appuyer sur mon épaule ou on peut rester vachement plus à distance, comme vous en avez besoin. C'est la personne qui peut décider, en fait. Elle a la main. Voilà. Ouais. Et j'avance avec elle. Je suis ni devant en train de la tirer, ni derrière en train de la pousser. Surtout pas. Pas du tout. Je suis à son rythme. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, moi, j'ai senti que j'avais eu des soucis à une époque. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à aller voir une psychologue? Est-ce que c'est un terme... dans ma conception, il y avait un truc qui disait, non, c'est pas pour moi ou non. Ça arrive souvent. Est-ce que les gens ont du mal à aller voir quelqu'un? Est-ce que... Je pense que peut-être au niveau de l'imaginaire ou de ce qui est associé, il y a encore beaucoup de manières de montrer ce qu'est une psychothérapie ou un psychologue dans en fait je vais être écoutée, ok, mais je vois pas trop bien ce que la personne ou le psychologue ou la psychologue peut faire. Voilà. Ouais. Et souvent, je fais un peu la blague avec mes patients au départ. Je leur dis, j'ai un canapé sur lequel ils s'assoient justement, et je leur dis, vous n'allez pas vous allonger sur le canapé et parler pendant 50 minutes, et moi qui vous écoute en faisant non. Alors, c'est quoi pourquoi on a cette image-là on s'allonge? Ça, c'est une psychanalyse? Voilà, c'est une psychanalyse, une forme particulière de la c'est un courant, en fait. Voilà. Oui. Et c'est donc une technique où la personne s'allonge, elle associe beaucoup, et le thérapeute psychanalyste recueille ça. Bien sûr, il peut avoir des moments d'intervention qui sont quand même très ponctuels. C'est une posture qui est très différente, qui est plutôt assez neutre, assez distante. La psychanalyse, alors... Peut-être qu'aujourd'hui, la psychothérapie analytique, qui serait peut-être une version un peu plus moderne de la psychanalyse de base, prend un peu plus en compte le corps, si on fait après le lien avec la dimension intégrative. Mais à la base, c'est quand même
très, très, très mental. Enfin, Ouais. en tout cas, focalisé sur notre capacité cognitive à associer, etc. À réfléchir. Voilà. Ouais. Tout à fait. Ok. Donc, je démystifie un peu ça en disant, c'est pas comme ça que ça va se passer. Oui. C'est une co-construction, c'est vivant, c'est organique C'est ça. ce qui va se Et passer. ça, tu peux le démystifier quand la personne est dans ton cabinet, mais comment est-ce qu'on démystifie parce que c'est vrai que finalement, on a peut-être tous un peu besoin d'être accompagnés à un moment dans notre vie. Enfin, disons que c'est quand même un... On peut aussi l'imaginer, tu sais, comme ce que font les Japonais. Ils vont une fois par an chez le psychologue, un peu comme je vais chez le médecin. Un petit check-up, là. Voilà, un peu une forme d'hygiène Oui. au niveau de la santé mentale. Oui, et c'est à croire que finalement, on a... est-ce que c'est peut-être mon schéma à moi, mais est-ce qu'en France, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne ou qu'on nous apprend, qu'on nous inculque? Moi, j'ai été impactée à ça. Non, les psychologues, c'est pour les fous. Oui, tu vois. Mais il y a encore un peu. Hein. Encore un peu. C'est lourd, ça. Même si depuis 2 ans, avec le dispositif Mon Psy, où il y a du conventionnement, voilà, une partie de... Et là, pour ça, merci la Covid, j'imagine, parce que je crois qu'il y a eu un peu une urgence. Oui, les conséquences et les répercussions, effectivement, autour de l'isolement. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de santé mentale. C'est moins honteux. C'est moins honteux, mais oui, parce qu'on le démocratise. Ouais. On rend accessible. On rend accessible. Il y a un site qui s'appelle notamment Psycom, qui fait beaucoup de vulgarisation, entre guillemets. Par exemple, j'ai été formée avec eux à une manière de... On va dire un atelier qui s'appelle le Cosmos Mental. On amène les gens dans une image de notre santé mentale, c'est une fusée dans le cosmos, et quels sont les obstacles et les ressources, balises, météorites qui en fait viennent équilibrer ou déséquilibrer notre santé mentale. Et ça permet aux gens, voilà, d'avoir une réflexion. Donc on les emmène dans cet imaginaire-là, parce que moi je me parle beaucoup, puisque parler en images, c'est ma manière de... Les mots, oui, les voilà. mots, les images, une image vaut 1000 mots, hein. Voilà, c'est ça. Ça passe par un autre canal. Et donc, ça permet de pouvoir en parler plus librement. C'est des ateliers qui se font en groupe. Il y a aussi des versions pour les enfants aujourd'hui, notamment une qui s'appelle Jardin intérieur, qui est magnifiquement illustrée. Oh, c'est beau. Je vous invite à aller regarder ce magnifique site et ses ressources entièrement gratuites. Il y a aussi les premiers secours en santé mentale, des gens qui viennent soit à des formations ou même choisissent de se former. Donc c'est vraiment autour aussi, donc cette deuxième formation aussi de la paire aidant, c'est-à-dire que moi, comment je peux aussi aider mon prochain. On en a tous une santé mentale. Voilà, il y a pas, c'est pas que les fous qui ont. Mais non, voilà, c'est ça. Et tu sais que je me suis formée à premier secours en santé mentale. Ah, je savais pas. Et ben voilà. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai été triste et je me suis sentie impuissante quand j'ai réalisé qu'une de mes meilleures amies était en dépression, en burn-out. Et quand mon frère était déprimé, a fait une grosse dépression, et que ce sont des personnes que je vois pas au quotidien, que j'ai de temps en temps au téléphone, et j'ai culpabilisé de ne pas avoir pu alerter ou quoi. Et je me suis dit, mais il y a un truc, je vais faire un truc, il faut que je me forme, c'est pas possible. Et j'ai trouvé, alors c'est hyper dense comme formation, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très intéressant, et que en effet, quand tu es formé en premier secours, alors tu as les premiers secours dans la rue, et qui sont aussi, je trouve que c'est des premiers gestes, c'est intéressant de savoir, que j'ai fait aussi, du coup, je me suis dit, je vais le faire aussi, pour pouvoir aider. Tiens, tu vois, c'était ma façon aussi de pouvoir aider. Mais c'est vrai que, et de se rendre compte que cette formation en santé mentale est quand même très récente. Oui. 2017 ou quelque chose comme ça, ou même pas, enfin, c'est hyper récent. C'est pas français, hein, c'est venu. Et je me dis, mais il serait, tant mieux. Alors, il n'est jamais trop tard, mais il serait bien temps de prendre soin de la santé mentale et de ne pas en faire un truc inaccessible. Tout à fait, c'est pour ça. On n'est pas fou. Non. Voilà, c'est-à-dire qu'un burn-out, une dépression. Alors, on n'est pas là, voilà. Et puis en santé mentale, les premiers secours, tu n'es pas là, tu es là pour écouter. Tu n'es pas là pour soigner, guérir ou quoi. Non, c'est surtout juste alerter, dire, ah oui, mais attends, mais je te sens un peu triste, un peu, est-ce que tu devrais pas?
C'est ça, c'est offrir un espace qui est déjà une super belle ressource. Peut-être par rapport à pour rebondir à cette histoire de fou, je pense que ce qui est aussi très important aujourd'hui, c'est vraiment de dissocier un symptôme, une maladie d'une personne. Oui, C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a une dépression, mais je ne suis pas dépressif. Comme aujourd'hui, on ne se permettrait pas de dire de quelqu'un qui a un cancer, tu es cancéreux. Mais bien sûr. Et puis surtout, en effet, c'est bien dissocié et elle n'est pas que ça. Elle fait une dépression, mais c'est pas... Enfin voilà, c'est d'abord une personne, un être humain qui a un travail, des enfants, une famille ou quoi, enfin on ne sait pas. Mais bien sûr, et ne pas mettre l'étiquette... Très important. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En effet. Alors, donc, on reviendra effectivement. Donc là, toi aussi, tu es formé en... Enfin, tu transmets... Alors, le Cosmos Mental, oui. Le Cosmos Mental. Pas les premiers secours en santé mentale. Ah, ok. Non. Mais c'est vrai que finalement, c'est une autre façon de l'aborder. Voilà, tout à fait. Donc, moi, c'est ce qui me parlait le plus parce que j'aime les métaphores et j'aime emmener les gens dans des images et je trouve que c'était une chouette manière et une manière accessible de pouvoir parler de ce que c'est. Parfois, santé mentale, ça fait un grand mot qui peut amener un peu d'appréhension. Donc voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de vraiment libérer la parole, déstigmatiser. Voilà, c'est vraiment ce mot-là à retenir par rapport au cosmos mental et aux formations liées à la santé. À la santé. Ouais. Et c'est vrai que, oui, voilà, la santé mentale, c'est pas un gros mot. On n'est pas fou. Et puis, on a le droit, c'est juste de sortir de la victimisation et puis du caliméro. Mais on a le droit il y a un moment où on a le droit aussi de se dire, bah là, ça va pas, en fait, j'ai besoin d'aide, que ce soit au boulot d'ailleurs, finalement, on va aussi de plus en plus voir des sexothérapeutes ou des sexologues pour le couple, pour son système. Enfin, voilà. Donc, finalement, ça devrait être normal ou banal. Tout à fait, c'est vraiment d'être dans une dynamique comme on va chez un médecin, un spécialiste, un masseur, c'est prendre soin de soi. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, tu t'es embarqué dans cette voie-là et tout ça, et en effet, quand est-ce que tu fais la rencontre de la psychothérapie, enfin, quand est-ce que tu peux passer de psychologue à psychothérapeute ? Est-ce que ça, c'est une autre formation ou c'est... Oui, alors dans ma formation, c'était inclus. Il y a une réforme qui est passée pour des personnes qui ont fait des formations en psychothérapie pour être reconnues psychothérapeutes. Moi, ensuite, j'ai fait des formations. En fait, aujourd'hui, en France, c'est pas mis comme ça, mais en Allemagne, au Québec, pour pouvoir avoir un titre de psychothérapeute, il faut prouver qu'on a fait X heures de formation en psychothérapie. Et D'accord. Ça, tous les 2 ou 3 ans. Enfin, je connais pas exactement les chiffres, mais il y a vraiment... Un suivi, voilà. Un référentiel. Oui, puis cette idée que eh bien, il y a tellement encore de choses à découvrir au niveau de comment aider l'être humain que l'idée, c'est que pour le psychologue, psychothérapeute, il se forme régulièrement. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ils se mettent un peu à la page, à jour et tout ça. Tout à fait. Et alors, est-ce que c'est envisageable de nous expliquer la différence entre faire une thérapie avec un psychologue ou une thérapie avec un psychothérapeute, ou est-ce que c'est pas... Alors... le psychologue, peut-être par rapport au psychothérapeute, le psychothérapeute, il est formé à une thérapie ou à plusieurs thérapies. Si dans les formations de thérapie, il y a eu, on va dire, un volet autour de la relation d'aide, puisque c'est ce qu'a un psychologue et il est expert de la relation d'aide, et tout un volet autour du diagnostic ou des troubles psychologiques ou psychiatriques, ce qui va lui permettre à lui de pouvoir discerner s'il peut prendre en psychothérapie un patient ou pas. Il n'y a pas forcément de grosses différences. Voilà. Mais c'est la spécificité du psychologue. Donc, expert en relation d'aide et capable de poser un diagnostic et d'avoir toute cette expertise en santé mentale. Qu'est-ce qui va, ce que je dis souvent à mes patients, moi je me positionne avec eux sur le continuum, qu'est-ce qui va vers la pathologie versus qu'est-ce qui va vers la santé.
Et voilà, ce sont deux choses différentes. Et alors, donc, dans ces diagnostics, là, tu es habilité à voir justement et à nommer dépression, burn-out, mais même schizophrénie, bipolaire et tout ça, ou pas du tout? Ça, c'est le psychiatre. Oui, on peut faire des hypothèses diagnostiques. Tu peux faire des hypothèses. Oui, voilà, tu peux faire des hypothèses diagnostiques. Voilà. Après, un test spécifique, ça, je n'ai jamais fait. Mais par contre, si je vois une personne qui est en train de faire une bouffée délirante, par exemple, je saurais le reconnaître. D'accord. Voilà. Ou une crise d'hypomanie. Ou un épisode dissociatif. Oui. Qui tient plus là de la psychiatrie. Oui, bah là, ça, c'est clairement... Voilà. Les trois que je viens de citer, c'est clairement pas des indications pour un traitement, ce qu'on appelle en ambulatoire. C'est ça. Et effectivement, il y a besoin d'un psychiatre, mais souvent, là, dans ce que je viens de dire, aussi l'hôpital. Ah oui. Voilà. Ok. Bon, c'est vrai que tout ça, ça fait ce sont des nuances qui sont... Voilà. Mais moi, l'idée, c'était en effet de rendre accessible, de mieux comprendre qu'il n'y a pas de honte, qu'il n'y a pas... C'est pas non plus... c'est OK de demander de l'aide, c'est OK de recevoir. Tout à fait, tout à fait. Oui. C'est... Ouais. C'est l'interdépendance aussi de nos vies d'êtres humains. Tout seul, moi je dis souvent, quand on est dans cette dynamique ou posture de vie où je fais tout seul, et sans se lier aux autres, pour moi ça peut être aussi un petit peu l'image de je scie la branche sur laquelle je suis assise, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et alors, est-ce que c'est donc toi, tu as fait tu as une spécificité. Enfin, il y a quelque chose qui te caractérise. C'est le lien d'attachement. Oui. Alors c'est. Ou est-ce que ça c'est typiquement de le psychologue? Oui. Alors travail. Non. On peut avoir différentes, on va dire, référents théoriques. Donc, moi, je vais dire ça comme ça. Donc, moi, mon référent théorique principal, c'est la théorie de l'attachement. Ouais, tu peux nous en parler. Ouais. Oui. Donc, c'est une théorie qui a été construite par John Bowlby. Ouais. Voilà. Et qui supplantait un petit peu ce qui se faisait à l'époque en psychanalyse de le premier élan et la pulsion sexuelle. C'est ce que disait Freud. La libido. Et Bowlby, à travers ses observations et sa pratique clinique, a observé que, en fait, la première pulsion, c'était une pulsion d'attachement. C'est-à-dire que un enfant, quand il naît, il a besoin de s'attacher à son donneur de soins ou son référent, en sa fait, première figure d'attachement, comme on l'appelle. Oui. Pour pouvoir survivre. Parce qu'un enfant qui naît n'est pas du tout capable d'être autonome et de répondre à ses besoins premiers qui sont se nourrir et se mettre en sécurité seul. Et il y a le besoin affectif qui est là aussi. Ce qu'on a pu voir, par exemple, dans une étude qui a été faite, qui pourrait plus se faire aujourd'hui, il me semble que c'était dans les années 70, où donc c'était un psychiatre qui a mis des enfants orphelins dans une pouponnière et qui a demandé aux infirmières ou aux nurses de s'occuper d'eux, donc de les changer, de les nourrir, mais par contre de ne pas leur parler, de ne pas avoir de contact visuel avec eux, de ne pas avoir un toucher, on va dire, affectueux. C'est ça. Eh bien, alors je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais c'était à peu près ça. Environ 50% de ces enfants-là sont décédés. C'est ça. Voilà. Donc on a bien vu, effectivement, il y a de cette étude-là la compréhension que l'être humain a besoin. C'est vital. C'est ça. C'est vital. Ça fait partie de... Voilà, c'est vital. Donc il respire, mais il a besoin du lien d'attachement. Voilà, c'est ça. Il a besoin d'être lié et d'avoir une nourriture affective pour pouvoir se développer dans les meilleures conditions. Et Boris Cyrulnik en parle très bien de ça. Voilà, Boris Cyrulnik. Il y a beaucoup d'autres, moi je connais. Oui. Voilà, c'est ça, bien sûr. Alors, est-ce que, justement, le lien d'attachement, tu peux nous parler du sécure-insécure ? Oui, donc il y a
Il y a donc le lien d'attachement qu'on a essayé de catégoriser, puisqu'on se rendait compte que, on ne s'attachait pas dans les observations tous de la même manière. Donc, c'est Mary Ainsworth qui a catégorisé ça. Donc, il y a un lien d'attachement sécure, donc c'est-à-dire que dans les interactions avec ma première figure d'attachement, je reçois des soins et des interactions adaptées qui répondent à mes besoins. Je reçois ce dont j'ai besoin. Ouais. Voilà, la plupart du temps, parce qu'il n'y a pas l'absolu. Il n'y a aucun parent qui peut répondre à tous les besoins parfaitement de son enfant tout le temps. Voilà. Donc ça, ces interactions répétées, adaptées aux besoins et à l'âge de l'enfant, permettent de développer un attachement sécure. Normalement, c'est le plus gros de notre population qui a un attachement sécure quand même. Bon, ouf. Voilà, il faut pas noircir le tableau. Non, c'est bien sûr. Mais en être conscient et d'apprendre, en fait. Ouais. Et puis ensuite, il y a l'attachement insécure, donc en opposition au sécure, et à travers dans cette catégorie-là, il y a l'attachement sécure dit anxieux, c'est-à-dire une personne qui a eu, on va dire, pas ou peu d'interactions qui ont visé à le sécuriser, notamment au moment où il a eu des envies d'autonomie. Ouais. Voilà, puisque il y a une boucle de rétroaction où l'enfant, dans un lien sécure, peut être dans l'exploration de son environnement, et il peut être dans l'exploration de son environnement, que ce soit physique, mais aussi dans tout le développement cognitif, la parole, apprendre, les apprentissages, si il est sûr qu'il peut revenir à son port d'attache qu'est son parent. C'est ça. Voilà. Et qui va l'accueillir, son havre de paix, pour ensuite pouvoir repartir à explorer. Voilà. Donc ça, c'est la boucle sécure. Sécure. Et voilà. Parfois, si je suis insécure, en tout cas, si j'ai développé un attachement anxieux, je ne vais pas avoir la confiance que si j'explore, je vais avoir ma figure d'attachement qui m'attend bien sagement pour pouvoir me rassurer si sur mon parcours d'exploration, j'ai eu un stress ou quelque chose où mon système d'alarme de danger s'est activé. C'est ça, et il est resté activé parfois. Enfin, en tout cas, donc, toi, tu vois, chez les adultes, en voyant toi les adultes dans ton cabinet, tu viens voir, enfin, tu vas savoir assez vite quel est le lien, la nature de ce lien d'attachement. Oui, je peux dans ce que j'entends, que ce soit en interrogeant le lien à la première figure d'attachement qui est souvent la maman, mais c'est pas forcément toujours le cas. C'est pas toujours le cas, ouais. Et ensuite en interrogeant ou en questionnant sur les relations affectives, puisque la relation amoureuse est la première réactivation de ce premier lien. J'imagine. Ça ne veut pas dire, il n'y a pas de prédiction pour dire que si j'ai été attachée de manière insécure, imaginons anxieux, à ma mère, je vais faire ça toute ma vie et je n'aurai aucun... Non, il n'y a pas de fatalité de ça. Non. Donc, on peut être aussi sécure dans une relation, ce qu'on appellerait l'attachement sécure secondaire. On peut aussi développer de la sécurité à l'intérieur d'un attachement, même si la base, on va dire, est plutôt insécure. Donc voilà, il y a l'insécure anxieux. L'insécure anxieux. Juste, voilà. Ensuite, il y a l'insécure évitant. Donc là, c'est une autre stratégie où, en fait, je vais rester assez à distance de ma figure d'attachement, toujours parce que je ne suis pas sûre qu'elle va pouvoir être là. C'est ça. Et à ce moment, je reste beaucoup vers l'extérieur et vers l'exploration. Mais je pars, mais je ne reviens pas parce que je ne suis pas sûre qu'elle va être là et qu'elle va pouvoir répondre à mes besoins de sécurisation. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis, le troisième, qui est vraiment minoritaire en termes de pourcentage de population, qui est l'attachement insécure désorganisé. Donc là, j'ai plus de repères. C'est-à-dire que ma figure d'attachement principale a réagi de manière tellement imprévisible et différente à chaque fois que je sais plus, elle va être là, elle va pas être là. Et c'est très dangereux pour moi d'être en interaction avec elle pour ces raisons-là.
Ok. Et ça, donc, ce lien d'attachement, donc c'est quelque chose qui effectivement se déclenche à la naissance, en tout cas va s'installer. Oui, commence à être mis en place à la naissance. Mhm. Et on sait à peu près sur combien de temps il est nécessaire, d'en être conscient, de prendre soin. Ça s'installe jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, 9 mois. 9 mois environ pour avoir donc dans les premiers 9 mois se constitue le premier lien. Ensuite, il y a quelque chose qui se pose. Ok. Ça correspond d'ailleurs aussi au moment où, environ vers 9 mois, l'enfant commence à avoir un petit peu la peur de l'inconnu. Au départ, il peut passer un peu de bras en bras sans forcément avoir de réaction. De peur. Ouais. Et puis environ 8, 9, 10 mois, en fonction des bébés, il va, dès qu'il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas, plutôt avoir besoin de réassurance et de proximité avec sa première figure d'attachement parce que l'inconnu, parce que... Oui, parce que peut-être aussi, oui, alors là, il y a peut-être le côté aussi un peu animal, peut-être instinctif, on sent pas le côté rassurant d'une personne, de l'autre. Ça peut tout à fait jouer parce que même dans cette phase-là de peur de l'inconnu entre 8 et 10 mois, il y a des personnes avec lesquelles ça passera jamais et d'autres avec qui, même si au départ il peut y avoir une petite appréhension parce que je connais pas, quand même sentir que le sentir et puis aussi regarder comment ma mère ou ma première figure d'attachement réagit avec cette personne-là, évidemment. Ça va avoir un impact. C'est ça. Oui. Et alors ça, c'est donc, tu parles d'un premier lien. Effectivement, c'est ce premier lien sur les 9 mois. Voilà. Il y a d'autres liens qui se créent ensuite. Oui. Après, il y a d'autres liens avec s'il y a un deuxième parent qui s'occupe, les grands-parents. Ensuite, ça peut être... au départ, c'est plutôt des figures plutôt ascendantes, d'autorité. Le professeur, le maître je sais pas, l'entraîneur sportif. Et puis après, dans les amitiés aussi, même petit, ça vient nourrir et constituer ensuite ce qui va nous permettre ou pas de nous lier à nous-mêmes, de nous lier à l'autre, de nous lier au monde. Ça va avoir des impacts sur ces trois niveaux-là. Et c'est ça, 3 sphères quand même très importantes et de l'équilibre de l'être humain en fait. Tout à fait. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que quand on se rend compte que c'est un petit peu que ce lien d'attachement est pas forcément très sain ou en tout cas pas très sécure. Oui. Ça se répare, ça peut se... toi, tu as des adultes dans ton cabinet qui arrivent avec leur lien d'attachement probablement un peu déconnant à la base. Oui, alors bon, ça peut se réparer. Ça, oui, on peut trouver de la sécurité à l'intérieur de soi. On va pas vivre toute sa vie avec son côté insécure. On peut en sortir... On peut chercher à se sécuriser. Après, pour moi, c'est toujours la question à quelle partie on s'adresse de soi. Parce que tu sais, je te parlais peut-être quand on s'était vu des poupées russes, peut-être. Je t'ai parlé. Les matrioshka. Ça, c'est vraiment j'ai dit à mon mari l'autre jour que je voulais m'en acheter. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc en fait, ça c'est une autre base théorique qui s'appelle la théorie des états du moi, qui explique en fait que en fait à l'intérieur de soi, il y a toutes les versions précédentes de nous. Donc vous imaginez une poupée russe, qui a X années, je sais pas, on va dire 40 ans. Ouais. Et puis, on ouvre cette poupée. Et puis, à l'intérieur, il y a le soi de 39, de 38, de 30, de 20, de 10, de 5, jusqu'à la toute première petite poupée qui est un jour de vie. Et toutes ces versions, ces parties de soi ont vécu des choses au niveau de l'attachement. Donc, quand on répare l'attachement, qu'est-ce qu'on vient dire, en fait ? Parce que, à certains moments, il y a eu des ruptures d'attachement, il y a eu des traumatismes au niveau des liens, que ce soit, je sais pas, dans une relation amoureuse qui a pu affecter l'attachement. Donc voilà, c'est pour ça que je pose la question. C'est pas si mathématique. On va faire ça, donc si ça va se produire cet effet comme ça. Bien sûr. Après, si on parle de la thérapie auquel je me suis formée de manière
assez approfondie, voilà, de manière approfondie, on a un des protocoles qui s'appelle réparation de l'attachement précoce, où vraiment là, on a spécifié le moment de la rencontre ou du tout début de vie du bébé et de la rencontre avec sa première figure d'attachement, pour amener à cette première part là de soi vraiment un sentiment vraiment de sécurité, dans l'idée je peux me laisser porter, je suis en sécurité, voilà, je suis en sécurité dans les bras de ma première figure d'attachement, de ma maman, mais j'évite de dire forcément maman parce que en fait c'est pas toujours le cas. C'est ça. Il y a des gens qui se reconnaîtront pas quand on met systématiquement la mère comme première figure. Bien sûr. Donc et ça c'est magnifique à voir en tant que psychothérapeute, de voir ces parties-là de nos patients se sécuriser, se relâcher, s'autoriser à... C'est ça, parce qu'à cet endroit-là, effectivement, c'est quoi? C'est le mental qui finalement ne fait pas le distinguo entre le réel et l'irréel. En tout cas, tu fais revivre. C'est très bien. Est-ce que c'est à cet endroit-là ou pas? Ouais, parce que c'est super comme question, ça, parce que en fait, chez nous, psychologues, on a un truc qui est super pour nous, c'est la visualisation. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça aussi peut-être que mon cabinet s'appelle Imagine, parce que je passe beaucoup par ce médium-là, Oui. parce qu'en fait, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit et ce qu'on lui montre. Donc, c'est-à-dire en gros que si là, je te montre du chocolat, tu vas activer, peut-être si tu aimes ça, dans ton cerveau, on va dire la zone du plaisir, où tu vas commencer à saliver voilà, dans ta bouche. Ouais. Et si je te demande de visualiser qu'il y a une belle plaque de chocolat que tu aimerais beaucoup manger, et ben, ça va produire les mêmes effets dans ton cerveau. Et donc ça, c'est vrai que pour nous, en visualisation, c'est super, parce qu'on peut appeler père, mère, il n'y a pas besoin d'organiser des rendez-vous qui soient même encore vivants, etc. Voilà. Donc c'est vraiment... C'est un outil, l'imaginaire, c'est un outil qui permet d'aller réparer... Voilà, la visualisation, ça s'appelle. La visualisation, ouais. Ah bah oui, qui permet de pouvoir aller réparer, dire, libérer, demander ou donner des pardons, clôturer. Enfin, il y a vraiment... c'est le champ des possibles qui est ouvert avec la visualisation. Hein. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Alors, il y a cet aspect-là. Donc, ça, c'est quand tu parles de ce protocole, c'est cette formation que tu as faite, là, ICV, intégration des cycles de vie. Donc, ça, c'est l'acronyme français qui vient d'une thérapie qui s'appelle Lifespan Integration. Donc, l'acronyme LI. Si les auditeurs sont intéressés de regarder. Ok. Alors, donc ça, c'est effectivement ce qui a nourri le démarrage de ton accompagnement et tout ça. Mais comme tu aimes apprendre, comme tu es curieuse, tu aimes te former, tu as nourri et tu as développé effectivement d'autres aspects. Tu es allé chercher différents outils, différents axes d'accompagnement. Et parce que j'imagine que toi, en tant qu'être humain, tu as fait aussi des rencontres et des expériences pour toi. Et donc, tu as pu aussi les rendre professionnels pour tes patients. On parle de patients ? Oui, patients. Ouais, voilà. Donc, tu avais envie d'être au service, tu avais envie d'accompagner l'être humain, et tu m'as dit quelque chose que j'aime beaucoup, que l'être humain est composé j'aime beaucoup les 4 plans. Oui, 4 dimensions. Les 4 dimensions, oui. Ouais. Moi ça j'aime beaucoup. Oui, c'est ce que je dis des outils auxquels je me suis formée et de ma vision aussi de l'être humain, donc une vision que j'appelle intégrative. Oui. Intégrative, pour moi, ça veut dire qui comprend les 4 dimensions de l'être. Voilà. Et donc, les 4 dimensions de l'être qui sont... Roulement de tambour. La première dimension, donc, c'est mes pensées, mes cognitions. La deuxième dimension, c'est mes sentiments, mes émotions. La troisième dimension, c'est mon corps, mes sensations physiques. Ouais. Et puis la quatrième dimension, qui est la dimension spirituelle de mes rites, mes croyances depuis la nuit des temps. Les hommes regardent, moi je dis souvent comme ça, lèvent la tête vers le ciel pour regarder les étoiles. Les étoiles, voilà. C'est ça. Et alors donc, parce qu'on peut partir dans ma conception, c'est vrai que quand tu es psychologue, on est beaucoup sur le cognitif.
On peut, ouais. Voilà. Est-ce que ça aborde les autres plans en tant que psychologue? Est-ce que quand même avec les... Tu as... Ça dépend, ça dépend de la vision que l'on a. Il y a des thérapies ou des prismes qui sont beaucoup plus cognitifs, d'autres comme la Gestalt qui sont beaucoup plus... thérapie, alors oui, voilà. ça, j'aime beaucoup. J'ai Voilà. une copine qui est formée à ça et c'est vrai que c'est très sympa. Voilà, c'est plus dans le corps. Ouais. Je sais pas, maintenant, aujourd'hui, il y a des thérapeutes qui font beaucoup de techniques avec le somatic experiencing. Donc ça, c'est d'expérimenter dans ton corps ce que ça te fait. Le FT, c'est aussi assez physique avec du tapping. Ouais. Donc, ouais. Bon. Ce sont des prismes. Il y a aucune thérapie ou théorie qui a compris toute l'entièreté de l'être humain. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir différentes manières de voir. C'est ça. C'est ce qui et c'est permet là où aussi je voulais de- en venir. Voilà, Oui. pardon. Mais c'est vrai que finalement, on vient te voir et tu as beaucoup d'outils et beaucoup d'accès et tout ça pour pouvoir, en effet, avec la volonté, la capacité d'aller sur les différentes dimensions de l'être. Mais on est bien d'accord, enfin moi en tout cas de mon point de vue, je peux aller voir une psychologue, je peux aller te voir et je peux aussi aller prendre soin de moi et on a reçu Emma ici qui nous a parlé du soma breath, enfin en tout cas de la respiration et du côté somatique en fait, bon, et donc travailler par rapport au corps. Donc on peut, enfin je prends soin de moi, de ma santé mentale, je prends soin de mon corps, je prends soin de mes émotions, je prends soin de toutes mes dimensions en allant peut-être potentiellement voir des personnes qui sont complémentaires. Oui, alors oui, ça, tout à fait. Et puis, j'aimerais bien quand même ajouter quelque chose à ça, qui est que, alors c'est une étude qui date maintenant, je crois, de 2009, donc dans mes références, mais une étude de l'INSERM qui faisait justement l'évaluation de différentes psychothérapies. Ouais. Tu vois, qu'est-ce qui marche le mieux, hein? C'était un peu la question de l'étude. Tiens, Voilà. Ouais, alors Et en fait, ils se sont rendus compte que ce qui marche le mieux, et attention, roulement de tambour, c'est l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de la technique, mais ça dépend du lien que tu vas avoir et construire, du lien de confiance avec ton patient. Et quel que soit quelque part, même s'il y avait des parts, alors peut-être les TCC, c'était peut-être 30% de la réussite, l'autre 20, l'autre 15, etc. Intéressant. En fait, ce qui est le plus thérapeutique, donc ce qui est le plus, qui amène le plus de guérison, c'est l'alliance thérapeutique. Moi, je trouve ça magnifique. Ah ouais, et ça met... Bah ouais, bien sûr. Et toi, tu en es consciente. Et donc, en fait, c'est vraiment Et tu instaures ça, d'ailleurs, ce lien comme ça, de confiance, de sécurité avec tes patients. Tout à fait. Et donc, c'est ça, cette alliance-là qui, finalement, libère, guérit. Et oui, et on dit souvent, dans une approche attachmentiste, que finalement, si nos blessures viennent du lien, comment peut-on les guérir si ce n'est pas par le même moyen que à nouveau être en lien? Bah, c'est beau, bien sûr. Donc, tu as... Alors, ce qui est génial, c'est que donc, par le lien d'attachement, tu nous as parlé du nourrisson, là. Oui. Donc, toi, tu reçois à la base quand même des adultes. Alors, à la base, quand j'ai commencé, oui. Tu as commencé. Aujourd'hui, un peu moins. Et ben voilà, parce que finalement... de t'intéresser à l'adulte, que moi, je me le visualise comme ça, mais un peu abîmé, blessé, forcément, cet adulte-là a été un enfant. Et finalement, pour éviter peut-être d'avoir des adultes trop abîmés, c'est bien aussi de prendre en compte l'enfant. Voilà, c'est-à-dire que je voyais beaucoup de patients en souffrance dans leurs liens. Et j'ai eu envie aussi de prévenir, c'est-à-dire d'accompagner, d'aller en amont. Ça va bien avec mon prénom, mon nom de famille, Ton pardon. nom de famille, ouais. Et de pouvoir soutenir les parents et de les mettre dans une sécurité, de leur permettre de se sentir en sécurité pour que eux puissent se sentir suffisamment en sécurité pour lier un lien pour ce fameux lien d'attachement. Voilà. Pour pouvoir en être conscient, mettre une forme de théorie sur quelque chose qui se fait tout naturellement. Pas de panique, on sait faire. Instinctivement, ça se fait. Mais il y a des choses que l'on peut un petit peu peut-être plus maîtriser parce que on ne sait pas, on peut apprendre. Et alors donc, dans cette curiosité que tu as eue et dans cette volonté, dans cette ouverture dans cet agrandissement comme ça de compétences, tu t'es formé à plusieurs métiers, ou en tout cas
est-ce que c'est là qu'on peut parler du fait que tu es doula ou est-ce que c'est Oui, prématuré parce que j'imagine qu'il y a eu, non, il y a peut-être eu des étapes. Enfin, t'es peut-être. Il y a eu des étapes, c'est-à-dire que j'ai commencé, mon chemin pour être doula ou accompagnatrice périnatale, parce que doula, je ne sais pas vraiment si ça Oui, voilà, parle. ça Et parle puis, peut-être pas, mais et en tout cas, puis ce qui est important, c'est de savoir ce que tu fais et que tu fais tellement de bien. en tout cas, et à un moment donné, donc moi, je travaillais donc en Allemagne avec des Français, ou francophones et francophones. Et en fait, il y a, même si c'est un pays frontalier, il y a quand même des pratiques, des visions du travail, mais aussi de la parentalité et de la maternité qui sont quand même bien différentes de celles de la France. Ça. Et donc, eh bien, il y avait plein de jeunes Françaises que je voyais un petit peu, ou francophones, assez désorientées et confus de savoir, mais en France, on me dit de faire comme ça, et en Allemagne, on me dit de faire comme ça. Et puis, ce moment-là de la vie, c'est le moment quand même où on est assez vulnérable à, justement, les avis des uns, Parce des que là, autres. pour le coup, il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu l'idée, en m'étant formée à la facilitation de cercles de parole, de proposer des cercles de parole pour les futures et toutes jeunes mamans. Et puis, donc, j'ai commencé un peu à faire ça au cabinet. Bon, c'est vrai que ma deuxième maternité, parce que je suis aussi maman de deux fabuleux petits garçons, Oui. m'a aussi beaucoup amenée sur cette voie-là, ce deuxième petit garçon. Et ensuite, le Covid est arrivé. Et donc, on a passé ces cercles-là en ligne. Oui. Et en fait, en ligne, je me rendais compte que je n'offrais pas qu'un espace de parole, mais je donnais aussi pas mal de ressources autour de différents Avec thèmes. beaucoup de générosité dans ta volonté d'être au service. Tout à fait. Ce que veut dire d'ailleurs doula. C'était pas, ça sonne un peu africain, mais en fait, c'est grec et ça veut dire au service. Merci pour cette leçon de choses. Ah ben voilà. Ouais. Ok. Et donc ensuite, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de faire ce travail-là sans être formée. C'est ça. Voilà. Bon, j'avais beaucoup lu, j'avais fait des expériences par moi-même aussi francophone en Allemagne et tout ce que ça pouvait éveiller comme questionnement. Mais je sentais quand même que j'avais besoin d'avoir ce diplôme-là, cette compétence officialisée. Et à chaque fois, tu as mis effectivement de la théorie sur une pratique que tu faisais déjà un peu intuitivement, instinctivement. Oui. Et tu es allé chercher juste un peu plus de théorie, qui est toujours bien à prendre parce que ça m'aide vraiment. Enfin, moi, pour l'avoir fait sur plusieurs choses, c'est vrai que c'est bien. Donc, c'est comme ça qu'est venue, en fait, finalement, cette formation d'accompagnement. Alors, comment tu dis Moi, j'appelle accompagnatrice périnatale. Ouais, voilà. Donc, périnatale, péri, autour, natal, de la naissance. Donc, mais je peux aussi accompagner. J'accompagne du début de la petite graine qui germe dans la tête de l'homme ou la femme qui se disent est-ce qu'en fait, ça ferait sens pour moi d'avoir un enfant ou pas ? Ouais. Donc, c'est même pas au niveau de la conception, c'est même d'abord quand cette petite graine vient et qu'il y a plein de jeunes femmes aujourd'hui et d'hommes qui se posent la question, mais en fait, ça fait quoi ? Quel sens c'est d'être parent et d'accueillir un enfant dans ce monde ? Oui, et on se disait en off avec Patrick, on parlait quand même aussi de parfois ces choses qui se passent là avec cette espèce de campagne de vaccination, survaccination des animaux sauvages. Enfin bon, voilà. Et parfois, quand on regarde la société, quand on regarde le monde avec ces atrocités-là, on se dit bon, pourquoi est-ce que j'ai mon désir d'enfant finalement pourquoi ? Mais oui, ça pose question au niveau effectivement sociétal et voilà. Après, bien sûr, au niveau est-ce que je vais être capable d'eux, est-ce que je vais savoir ? Oh là 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 voilà, là 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 là. Ça prend plein de formes différentes. Voilà. Tout un questionnement, j'imagine. C'est ça. Ouais. Donc tout ce questionnement-là, l'accompagnement aussi de l'accouchement qui me tient à cœur, et la vie de jeunes parents, de jeunes mamans jusqu'aux 3 ans de l'enfant, à ce qu'on décrit la phase postpartum. Oui, d'accord. Voilà.
C'est ça. Donc finalement, tu as commencé ta carrière avec les adultes et puis tranquillement mais sûrement, grâce aussi, enfin voilà, par la force des choses, d'aller travailler en effet plus en amont. Et alors là, bah oui. Voilà. Et puis finalement, même si au départ, ça m'a un petit peu déboussolé ce choix du cœur là, puisque ma tête n'était pas du tout prête à ce que je devienne accompagnatrice ou doula. Et je disais, mais pas du tout. Mais pas du tout. Voilà. Mais mon cœur a crié plus fort et du coup, j'y suis quand même allée. Ton cœur. Mais finalement, rétrospectivement, je me dis, en fait, depuis très jeune, dès que j'ai un bébé dans les bras, je lui raconte comment il est arrivé dans le monde. Voilà. Rétrospectivement, je me dis, mais en fait, c'est ça que je fais depuis toujours. Tu le faisais depuis toujours. Je le fais depuis toujours. Je racontais la naissance au bébé. Et d'ailleurs, c'est un protocole aussi c'est des séances aussi que je propose. Quand il y a eu des naissances dites traumatiques, je fais des séances avec les parents et les enfants et les bébés. Et on raconte la naissance. Bien sûr. Oui. C'est des très belles séances, j'aime. J'imagine. Alors, on peut venir te consulter à 2 endroits. Oui. Donc, j'ai mis dans la descriptive de la vidéo, j'ai mis comment on pouvait prendre rendez-vous. Et donc, tu es sur Doctolib. Tout à fait. Hein, c'est ça, pour le coup, c'est facile d'accès. Oui. Alors, c'est facile, mais c'est vrai que... comme l'agenda n'est pas tout le temps ouvert, le mieux, et c'est ce que je préfère, et c'est là où je peux répondre le plus rapidement, c'est qu'on m'envoie un email ou un texto. Super. En me spécifiant le type d'accompagnement que la personne souhaite ou la problématique. Voilà. Et à ce moment-là, j'arrive plus facilement à répondre parce que comme je suis toute la journée en séance, évidemment. Je ne peux pas répondre au téléphone. Évidemment. Et donc, effectivement, Élodie Hamon sur Google, ça se passe très bien. Il y a plusieurs... alors voilà, effectivement, il y a plusieurs axes d'accès. Voilà. Et donc, je travaille donc une partie de mon temps à Hasparren, à l'espace Louma. Ouais. Voilà. Je travaille aussi 2 fois par mois à la maison Edera à Biarritz, donc la maison. On va commencer à en entendre parler sur Thérapie en Tongue, puisqu'on va recevoir Zabaldou. On a déjà reçu Emma qui est venue parler de la respiration somatique. Donc la maison Edera à Biarritz. Voilà, et en visio. Et donc, voilà. Ouais. J'ai aussi une pratique visio, puisque quand je suis partie d'Allemagne, j'ai digitalisé mon cabinet. Donc, et oui, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Toi, tu as pu passer ce cap-là et ça, c'est vraiment Ah oui, chouette. mais depuis même avant le Covid, puisque je travaillais avec des expatriés, donc déjà. Bougeaient. Oui. Donc, je suis assez habituée. Ça, c'est vraiment précieux. Et c'est vrai que je peux entendre des personnes peuvent être sceptiques sur les bénéfices et peut-être c'est moins bien, tout ça. Moi, d'expérience, je ne vois pas la différence. Enfin, après, ça ne dit pas que c'est agréable aussi d'être en lien, contact, mais vraiment, pour avoir fait beaucoup de choses en visio, c'est quand même aujourd'hui agréable. Je te rejoins parce que c'est le retour des patients que j'ai. Et moi-même, j'ai fait une psychothérapie et ma thérapeute était au Québec. Donc, j'allais pas pouvoir la voir tous les mois. Et non. Ça. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Et ça, c'est merveilleusement bien passé. Donc ça, c'est une invitation pour les personnes qui sont sceptiques, qui n'osent pas. Moi, je pense que ça vaut le coup de tester. Alors déjà, de se dire, ce serait sympa d'aller voir Élodie Hamon en tant que psychologue. J'ai besoin de se faire aider. Et puis, de ne pas hésiter non plus à se dire, finalement, c'est tout à fait aussi possible de le faire à distance. Tout à fait. Bon, après, il y a des soins qui sont... Un massage ne peut pas se faire à distance, on est d'accord. Même si le mental peut imaginer, je me fais masser. Massage énergétique, peut-être. Mais voilà, c'est ça. Non, évidemment, ça a ses limites, mais ça a ses avantages. Tout à fait. Quand même. Vraiment, ça rend... je trouve que c'est... L'accès, parfois, plus facile. Plus facile. Tout à fait. C'est confortable, on est chez soi, on se prend une petite bouillotte, on se met son petit plaid et puis on fait sa petite séance. Voilà, ça peut se passer tout à fait comme ça. Ouais. Voilà. Donc l'espace Luna, l'espace... Louma, pardon. L'espace Louma, l'espace maison Edera. Tout à fait. Qui sont des espaces où tu peux recevoir. Donc, j'ai mis en descriptif, j'ai mis tout ça. J'ai vu que tu avais un Insta, mais c'est
est-ce que l'Instagram, c'est un espace où Non, pas Non, forcément. ça va. Là, je Moi, j'ai- je collabore Ouais. avec différents projets. Alors, dis-nous. oui. Voilà. Peut-être je Peut-être parle. on va terminer avec ça. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que ça me sert L'association. notamment à mettre en lumière un projet qui me tient à cœur Voilà. et dont je suis la coordinatrice en termes d'activité autour de la santé mentale, qui s'appelle Terra, Voilà. qui est une association d'entraide entre soignants et professionnels de santé. Parce que je ne vais pas dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés, pas du tout. Et en même temps, tu as besoin. un ostéo, un psychologue, un médecin, ça reste un être humain qui a aussi C'est besoin de C'est prendre ça. soin de soi. C'est ça. Mais c'est pas forcément facile pour nous d'être dans cette posture-là. Et donc, cette association, elle propose de s'entraider, de se rencontrer, de prendre du temps pour soi. Donc, moi, j'anime ou je facilite des cercles de parole, justement, dédiés aux soignants, toutes professions confondues. Il y a aussi d'autres intervenants qui proposent des activités sportives. On propose des conférences, des after-work. Top. S'il y a des soignants et professionnels de la santé qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller regarder notre page et nos réseaux. On est assez actifs. Alors, oui, on te trouve. Comment est-ce que tu écris Terra? Ah oui, très bonne question. T-H-E-R-A. Voilà. Parce que comme ça, on vous trouve. Oui. Hein, voilà. Et ça, effectivement, c'est une très belle initiative, je vais y arriver, et qui fait écho à celle que je suis en train de mettre en place, moi, avec les éclaireurs de vie. Et oui. Ouais, et ouais. Vraiment, ça aussi, ça me tient à cœur parce que justement, oui, c'est ça, c'est donner un espace de ressources et puis de collaboration aussi, voilà, de faire se rencontrer les soignants entre eux et de faire ah oui, j'ai une patiente, ça pourrait peut-être intéressant qu'elle fasse ça et tout ça. Ça, c'est vrai que c'est très sympa. Ok, donc toi, effectivement, c'est l'espace Terra, T-H-E-R-A. Voilà. Et alors là, on vous trouve plutôt sur Instagram, on Ouais. a un site internet, on a aussi une plateforme de communauté qui s'appelle Circle. Sur Circle. Ouais, sur Vous êtes Circle. Circle. Ok. Voilà. Et donc, Ok, on ok. peut s'inscrire très facilement. Là, vous avez toutes les actus, toutes les ressources à dispo. Et là, les conférences, c'est où en physique et tout ça, c'est quoi? C'est à la Maison Edera? On peut le faire à la Maison Edera. C'est variable, en fait. Ouais, c'est variable. Ouais. Ok. Il y a des choses en visio aussi? Pas encore, parce Pas encore, que peut-être. nous, on a envie pour l'instant de vraiment être Ouais, voilà, justement. sur le territoire, se déployer sur le territoire du Pays Basque pour l'instant. Oui. Et à voir ensuite comment ça évolue. Bien sûr. On ne ferme pas la porte, mais pour l'instant, on est concentré plutôt sur le déploiement sur le territoire du Pays Basque. Formidable. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir, avec plaisir. C'était passionnant. J'espère que ça t'a éclairé. J'espère que ça t'a donné des pistes, que ça t'a donné envie et de pas, voilà, peut-être de sortir de peut-être cette tendance qu'on a de se dire qu'on va y arriver seul. Mais il y a ça à ses limites et c'est tellement bon de se faire aider. Et il n'y a pas de honte, encore une fois. Merci beaucoup, Élodie. Merci Laurence. Merci infiniment. Merci Radio Biarritz. Mais oui. Merci à toi qui nous a écoutés. Tu peux donc nous retrouver sur radiobiarritz.fr, sur YouTube. Nous sommes là, on propose des espaces en tongs, au rythme des vagues. Un espace inspirant, je l'espère. À très bientôt. Au revoir. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.